Rebonjour à tous. Donc on est ravis de vous retrouver donc pour ce direct de la 9e rencontre nationale des pionniers des alliances en territoire. Et on va commencer notre 4e séquence qui est dédiée aux enjeux d'innovation en matière de modèles socio-économiques de l'ingénierie territoriale. Et pour animer cette séquence, je laisse la parole à Charles Benoît Elsic, qui est président fondateur du Rameau. Bonjour à tous, alors je suis absolument ravi d'animer cette session et d'autant plus ravi qu'en fait, comme vous le voyez, si ce n'est Élodie, il n'y a personne autour de moi. Alors ce n'est absolument pas que je serai seul à témoigner de cette question structurante, de la question finalement des modèles socio-économiques de l'ingénierie territoriale, mais que pour en parler, eh bien, il n'y a pas mieux que des gens en territoire. Et donc, nous allons pouvoir avoir à mes côtés virtuellement des acteurs qui vont pouvoir nous parler des cœurs des territoires dans lesquels ils s'inscrivent, et c'est bien le moins dont il s'agit. Alors, la question majeure, bien évidemment, après tout ce que nous avons entendu le territoire au cœur de la résilience et de la réinversion collective autour des projets de territoire. Nous avons ensuite entendu comment entreprises, associations, collectivités aujourd'hui se mobilisent autour des collectivités territoriales, et l'étude Impact 2018-2022 du Faire Alliance a démontré finalement cette mobilisation. Nous sommes passés entre 2015 et 2021 d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. Nous avons ensuite vu comment nous pouvions finalement mobiliser ces compétences, mais la question majeure, c'est comment est-ce qu'on peut y mettre les moyens nécessaires. Nous l'avons vu, c'est dans un temps long, nous avons vu cette question finalement du modèle socio-économique qui est et reste, et peut-être plus encore à un moment donné, face à l'accroissement des besoins et la raréfaction des ressources, le nerf de la guerre, c'est le cas de le dire, de pouvoir être un moyen d'agir finalement en prenant le temps de réinventer nos modèles. Et donc finalement, de quels moyens disposons-nous pour le faire? Et pour ceux qui sont en présentiel, petit avantage, vous avez reçu, avant de revenir dans cette salle, le dernier Juris Association sur les modèles socio-économiques. Ne perdez pas le Nord. Vous savez que depuis 11 ans maintenant, avec Juris Association, nous publions chaque année un peu ce qui constitue la capitalisation annuelle sur la question de la transition et de ces nouveaux modèles socio-économiques qui apparaissent. Alors, vous savez aussi que depuis maintenant 10 ans, la façon de poser ce modèle socio-économique a été d'en voir et d'en analyser les 3 dimensions complémentaires, parce qu'il ne saurait y avoir de modèle socio-économique avec la seule question du financement. Il y a bien évidemment en amont de ces questions les questions de la richesse humaine, des richesses humaines mobilisées et de leur diversité, et puis il y a en aval du financement la question des alliances, du lien avec l'écosystème, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'être pérenne et durable sans être interconnecté avec son écosystème. Et alors, ceux qui sont des aficionados de la stratégie savent peut-être qu'en termes de stratégie, il y a 3 grandes stratégies. La stratégie du plus fort, celui qui consiste à être le plus fort, tant mieux si on est le plus fort, c'est pas forcément très durable. Il y a une deuxième stratégie qui est très intéressante, c'est celle de la stratégie judo. La stratégie judo consiste à finalement, quand on est le plus petit, savoir mettre à terre le plus grand parce qu'on va comprendre ses forces et pouvoir finalement trouver la solution alternative. C'est très bien, il faut simplement être particulièrement agile, et donc cette stratégie judo s'adresse aux plus experts d'entre nous. Et donc, il reste la stratégie du salami. Et la stratégie du salami, elle est bien utile à tout le monde. Parce que quand on veut la tranche de salami, d'accord ? Quand on veut s'attaquer au salami, dont on sait, surtout au moment de raréfaction des ressources, qu'il s'agit du plus difficile à acquérir, eh bien, la meilleure stratégie qui existe, c'est d'être l'allié des 2 tranches de pain. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'en 2009, le Rameau a posé son modèle de ce qu'est un modèle socio-économique en entourant les dimensions financières
par les dimensions des richesses humaines indispensables à tout projet et la capacité à faire alliance avec son écosystème indispensable à sa pérennité. Et donc, il nous semble aujourd'hui que réfléchir à un modèle socio-économique sans avoir la stratégie du salami est purement illusoire. Et ce n'est pas nous qui le disons, avec des mots beaucoup plus institutionnels. Ce sont les 193 pays des Nations Unies lorsqu'ils ont posé, en 2015, l'équation qui a été celle de comment faire un projet systémique à 2030 sans être en capacité de se dire 17e objectif de développement durable, dont je rappelle, ce sont les pays du Sud qui l'ont exigé du pays du Nord. Comment allons-nous faire tout cela? Eh bien, pour parler de cette stratégie du salami et plus sérieusement de la question du modèle socio-économique, eh bien, il nous paraissait indispensable d'avoir 3 acteurs qui, depuis des décennies, agissent sur cette question-là avec une légitimité qui n'est pas questionnable et qui n'est pas questionnée. Nous allons d'abord entendre, alors non pas Pascal Berthaud, le directeur général du CEREMA, parce que le ministre en a décidé autrement hier en le convoquant à 10h30 ce matin, mais Sandrine Fourny qui le remplacera, vous le verrez merveilleusement bien, et elle a été évoquée à la table ronde précédente. Nous allons entendre une femme particulièrement engagée, dont nous sommes très fiers, avec Olivier Rabier de la Fondation Total Énergie et nous-mêmes, le Rameau pour le fonds ODD17, qu'elle ait accepté d'en faire l'évaluation. Et pourquoi est-ce que nous avons été très fiers qu'elle le soit? Parce qu'elle est aussi une vice-présidente très engagée de département de l'Aude. Vous l'avez entendu l'année dernière, notamment nous parler de la politique jeunesse, comment co-construire une politique jeunesse radicalement ancrée dans la réalité d'un territoire. Et puis parce que Valérie était jusqu'à très récemment présidente du comité ODD à Cité Unifrance et à ce titre présidente du Fonds de solidarité Liban de Cité Unifrance. Et vous verrez, puisqu'il se trouve que Valérie Dumonté a présidé au Liban une semaine avant la restitution qu'elle nous a faite, n'est-ce pas, cher Olivier, en avril dernier de l'évaluation du fonds ODD17, vous verrez que la comparaison entre les deux, celle de comment 60 collectivités se sont associées ensemble au moment de la tragédie du Liban, et celle de comment une grande fondation et un petit laboratoire de recherche se sont associés ensemble pour faire réussir une mission ministérielle, n'est pas sans doute sans lien. Enfin, last but not least, comme le disent nos amis anglais, parce qu'après tout, les territoires, c'est aussi nos territoires amis, nous aurons le plaisir d'entendre Adrien de Combruge. Adrien de Combruge, qui est directeur du développement cohésion sociale et territoriale au sein de la direction de l'investissement de la Banque des Territoires sans laquelle nous ne serions pas là depuis la confiance permanente et renouvelée depuis 2008. C'est avec eux notamment que nous avons pu créer l'Observatoire des partenariats, dont l'étude d'impact permet de suivre finalement les évolutions. Adrien nous parlera d'un outil qui a été co-construit entre 6 investisseurs de profils différents, le fonds I, parce que justement, il y a un moment donné où la fragilité de chacun peut faire la force de tous. Bienvenue dans la session sur la stratégie du salami. Alors, je commence par vous, chère Sandrine Fourny, puisque finalement, à tout seigneur, tout honneur, et nous allons commencer par le pilier richesses humaines, qui est bien évidemment stratégique, et ô combien stratégique, nous l'avons entendu tout au long de cette matinée. Alors, une diversité d'expertises et de talents sont mobilisables au plus près des territoires. On ne manque pas de talents. Et d'ailleurs, le CEREMA en est un parfait témoin, puisque votre mission est d'apporter toute l'ingénierie nécessaire pour que les territoires puissent s'adapter aux transitions et assurer la cohésion
entre les territoires. Vous intervenez dans 6 domaines d'expertise, je les rappelle, ingénierie territoriale, bâtiment, mobilité, infrastructure de transport, environnement et risques, mer et littoraux. Et puis, bien évidemment, vous êtes bien connu historiquement parlant, notamment parce que vous êtes les troupes qui avaient construit les ponts physiques de notre pays, et que quelque part, entre les ponts physiques et les ponts aujourd'hui qu'il y a à reconstruire, eh bien, sans doute, y a-t-il un lien là-dessus. Et d'ailleurs, le CEREMA renforce le dialogue entre l'ensemble des acteurs nationaux et territoriaux, puisque vous avez plus de 400 réseaux publics et privés au niveau territoriaux avec lesquels vous êtes déjà en alliance. Donc je le disais, finalement, nous ne manquons pas de talent. Mais peut-être la question que je peux vous poser, c'est face à cette diversité des talents, comment voyez-vous l'articulation entre la diversité de ces talents et les expertises publiques de différents niveaux au plus près de nos territoires? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Charles Lenoir. Merci en tout cas de votre invitation. Et je voudrais tout d'abord, pour répondre à votre question, partager aussi un certain nombre de verbatim, enfin d'échanges que j'ai pu aussi avoir avec Pascal Berthaud, parce qu'il aurait aussi évidemment souhaité être avec nous aujourd'hui. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, quand on parle évidemment des transitions, cette articulation des talents, elle est évidemment une nécessité. Parce que, évidemment, par exemple, quand on parle du CEREMA, évidemment, son expertise technique, on est à la fois sur des accompagnements sur mesure dans les territoires, grâce notamment à la présence et à l'action des directions territoriales. On est aussi sur cette question de la production méthodologique. Pourquoi? Parce que les territoires sont aujourd'hui la source des innovations. C'est là, à la fois, qu'on peut avoir évidemment cette question de signaux faibles. On a ces écosystèmes d'acteurs et on l'a vu précédemment qu'en fait, ces écosystèmes d'acteurs, il y a évidemment les acteurs publics, mais aussi tout cet écosystème d'acteurs qui agit. Et donc là, le CEREMA, en plus évidemment de cet accompagnement sur mesure, ça permet aussi justement d'amplifier un petit peu cette action. Et c'est aussi ça. Cette force, on parlait tout à l'heure de massification. En effet, c'est cette question de l'amplification et donc de pouvoir aussi produire de la méthodologie qui sera utilisable par d'autres territoires pour accélérer, puisqu'on est tous réunis par le même objectif, c'est d'accélérer sur la question notamment de la transition écologique. Je pourrais citer de nombreux outils et je vous invite évidemment à vous rapprocher de nos outils, mais par exemple la boussole de la résilience, la boussole de la participation, qui ne sont nées que grâce en fin de compte, à l'action sur le territoire. Quand je vous parlais aussi, évidemment, nous sommes aussi dans une question d'innovation et de recherche. On a un certain nombre d'actions. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est un expert technique, c'est très, très important de pouvoir aussi s'inspirer d'autres expériences. Alors, comme je disais, de territoire, mais aussi à l'international. Mais ce n'est pas le tout. C'est-à-dire que le CEREMA s'inscrit aussi aujourd'hui dans une logique d'expérimentation. On a parlé tout à l'heure de formation. Ce à quoi nous croyons aussi beaucoup pour réussir cette articulation, c'est de le vivre. Et de s'inscrire dans des écosystèmes d'acteurs. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons sur un territoire, ce qui est intéressant, c'est évidemment de s'inscrire dans un écosystème d'acteurs ou dans plusieurs d'ailleurs, parce que moi j'ai une expérience à la fois en collectivité, alors du coup je me rapproche un peu des catalyseurs en tant que chargée de mission leader, donc il y a déjà plusieurs années, où grâce au travail que j'ai pu mener sur les agendas 21, les contrats de transition écologique, c'est qu'en fin de compte, il y a tout un travail justement d'identification de ces acteurs. Et parfois, en fin de compte, on connaît un écosystème et c'est important de voir un petit peu s'il y en a d'autres. Et du coup, le CEREMA, nous, on a mis en place un programme de recherche notamment pour voir comment on s'inscrivait justement dans ces écosystèmes d'acteurs. Quand on arrive avec une expertise, donc quelque part une posture de sachant, c'est important aussi d'expérimenter une posture aussi d'écoute et de s'inscrire dans une dynamique territoriale, parce que sinon ça passe à côté et ça revient à cette question de l'articulation. Et du coup, le CEREMA, il intègre complètement la coopération dans ses pratiques, d'abord parce que justement il y a cette question de l'invention de nouvelles façons de faire. En fin de compte, quand on parlait
parlais de nouveaux modèles socio-économiques, c'est cette question de la valeur, et pas forcément financière d'ailleurs, hein, c'est cette valeur de production, d'innovation, de production de connaissances sur les territoires. Et donc, on a mis en place aussi Expertise Territoire, qui est une plateforme numérique et collaborative qui part d'un constat, c'est que les territoires innovent, mais aussi les territoires peuvent se poser beaucoup de questions et parfois se trouver dans une logique, dans une situation un petit peu d'isolement. Évidemment, il y a des réseaux comme le Rameau, évidemment, et bien d'autres. Mais l'idée, c'est de se dire aussi comment on connecte à travers Expertise Territoire des problématiques de territoires qui veulent avancer, des territoires qui veulent partager leur expérience, mais aussi en connectant des expertises très différentes au niveau d'une même plateforme au service des dynamiques territoriales. Et cette logique d'articulation, j'aime bien moi parler de flux, parce qu'en fin de compte, il y a au niveau horizontal, hein, entre territoires, mais aussi entre, bon, on a parlé de l'international, de l'européen, du national, du régional, du local, tout ça pour continuer à s'auto-alimenter. Et c'est le sens d'Expertise Territoire, où vous trouvez à la fois, évidemment, l'expertise du CRMA, mais pas que, puisque nous souhaitons qu'on puisse connecter des expertises techniques comme celle du CRMA, mais aussi financière, aussi juridique, mais aussi sociétale. Quand on parle d'expertise, c'est vraiment essentiel de voir qu'aujourd'hui, pour accompagner la transformation, et on parlait tout à l'heure de ce qu'un catalyseur doit avoir comme compétence, mais il y a aussi cette compétence de savoir s'entourer, parce que à un moment donné, dans la vie ou dans la transformation d'un territoire, on a besoin de connecter des expertises très différentes, ou alors au fur et à mesure, mais enfin, je pense que ça, c'est vraiment très important dans cette question d'articulation, et ça nous amène à inventer parce que suivant le territoire, suivant la maturité, il peut y avoir des écosystèmes d'acteurs très importants, déjà très, très dynamiques, comment on s'inscrit dedans. Donc, c'est comme je disais, nous, la recherche, on expérimente, ou alors contribuer à le construire. Et le CRMA s'inscrit aussi dans cette logique de contribuer aussi à la construction de ces écosystèmes d'acteurs, notamment en articulant expertise publique et expertise privée. Et ça conduit en fait à vraiment venir chercher, quand on parle de la diversité des acteurs, en fait, on parle aussi de la diversité des projets. Et on le verra tout à l'heure, la question du financement. On le sait aujourd'hui, les financements, ils existent. La question aujourd'hui, c'est aussi comment, quand on est en situation justement d'être en position d'acteur, porteur d'un projet, qu'on soit de la collectivité, mais je dirais plus globalement de l'ensemble de l'écosystème d'acteurs, c'est de trouver évidemment les bons financements et surtout d'avoir aussi le bon projet qui aura un vrai impact sur l'adaptation des territoires aux formidables défis de la transition écologique qui nous oblige aujourd'hui et qui nous oblige tous. Et cette articulation, et je finirai par là, aujourd'hui, cette articulation, elle est indispensable, c'est une nécessité. Aujourd'hui, le fonctionnement en silo n'est absolument plus possible. Et ce qu'on a vu tout à l'heure sur la question des développeurs économiques, par exemple, au sein d'un territoire, d'une collectivité, d'un établissement public ou d'un service de l'État, d'une entreprise, d'une association, c'est bien aussi cette sortie de silo au service des territoires et des dynamiques qui les animent. Merci beaucoup pour cette. Elle n'a pas fini son intervention, ne la coupez pas à milieu. C'est comme dans un concert quand on coupe en plein milieu du deuxième mouvement. Pardon. Deux rebonds par rapport à ce que vous venez de dire, chère Sandrine. D'abord de souligner effectivement l'importance de la plateforme Expertise Territoire, où nous étions très heureux avec Élodie d'y être en janvier dernier, lorsque après un an de co-construction, vous avez lancé cet outil. Je souligne très officiellement que dans le cadre du projet chef de projet innovation territoriale, dont la phase collective débarre en fait aujourd'hui, puisque les 12 territoires pilotes sont là, et on aura un dîner ce soir, mais elle démarre sur le terrain dès demain, après avoir écouté pendant 9 mois la diversité des 12 territoires pilotes, et bien évidemment ces expertises territoires, qui sera la plateforme de cette recherche-action qui a été engagée depuis 2019 maintenant. Et je voudrais aussi rebondir, tout le monde sait très bien la capacité d'ubiquité d'Élodie, et je vais vous le prouver immédiatement, puisque il se trouve que vous avez le sentiment de voir Élodie, mais elle en même temps à l'Université de l'innovation publique qu'organise cette semaine le CNFPT, et si vous voulez en avoir la preuve, je vous invite à regarder sa capsule vidéo sur les catalyseurs, puisque c'est vraiment
extrêmement intéressant de voir comment justement cette dimension de catalyse aussi questionne de façon extrêmement structurante l'ingénierie publique. Mais Sandrine, je reviens vers vous parce que tout à l'heure, Sylvain Raymond des entreprises s'engage nous rappelait l'importance de réconcilier finalement intérêt général et économie, démarche publique et démarche privée. Et peut-être la question qu'on peut se poser, parce que déjà c'est compliqué d'articuler des ingénieries publiques entre elles, finalement quelle synergie voyez-vous émerger entre les ingénieries publiques et les ingénieries privées au plus près de cette co-construction des projets de territoire sous l'impulsion des collectivités territoriales? Alors, ces synergies, pour nous, en tout cas en tant que CEREMA, elles sont absolument évidentes. On se positionne vraiment en complémentarité entre l'ingénierie publique et l'ingénierie privée. Et d'ailleurs, le CEREMA, c'est vraiment au cœur de son ADN, de travailler notamment en complémentarité avec des bureaux d'études au local. Et le CEREMA se fixe aussi comme objectif d'aider les bureaux d'études à monter en compétences. On a un certain nombre de partenariats aussi. Expertise territoire est aussi complètement ouvert au truc privé. Et quand on parle de bureau d'études, plus globalement, je dirais cette question de l'expertise privée. Je pense évidemment, on pense évidemment au bureau d'études. On pense aussi, par exemple, au tiers-lieu. Je n'étais pas avec vous depuis ce matin, mais peut-être en avez-vous parlé. C'est 25 000 experts aussi au local. Donc, en fait, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette synergie, elle est absolument fondamentale et parce que l'enjeu est colossal aujourd'hui et le CEREMA c'est bien positionné, en tout cas par rapport au bureau d'études. Donc à la fois, comme je disais tout à l'heure, en proposant par exemple des outils comme par exemple les boussoles de la résilience, la participation, expertise territoire, qui sont en fin de compte totalement utilisables et démultipliables parce que en fin de compte, nous, notre capacité, c'est de produire aussi de la méthodologie sur la base d'expériences locales. Et cette complémentarité, elle vient aussi sur des partenariats avec des bureaux d'études privés, des groupements, en fin de compte, sur le terrain, où nous sommes vraiment en complémentarité, puisque vous les avez cités tout à l'heure, Charles Benoît, nous sommes sur 6 domaines d'expertise, et évidemment, qui ne couvrent pas l'ampleur des enjeux et des problématiques des territoires, parce que c'est là l'essentiel, c'est comment on répond aux besoins et comment on se met à l'écoute des territoires. Et ça passe justement par cette question de la coopération publique-privée. Et ça, je pense que c'est un point auquel le CEREMA tient particulièrement. C'est vraiment extrêmement important parce qu'on a tous une place tout à fait à part sur les territoires. Et cette complémentarité, en fin de compte, on grandit ensemble. En fin de compte, quand nous, on produit de la méthodologie qui est directement réutilisable ensuite, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui avec nous, mais quand on parle de la boussole de la résilience, boussole de la participation, on le sait. Ce sont des outils, par exemple, qui sont utilisés. Et il y en a bien d'autres. On a énormément, par exemple, aussi d'outils numériques sur le foncier, sur les friches, etc. Évidemment, c'est mis à disposition. C'est un peu aussi le cœur de nos métiers en tant qu'établissement public. Merci infiniment d'être venu nous témoigner de cette richesse des talents en territoire. Je rappelle que en 2020, à cette même table, alors à l'époque c'était pas une table puisque nous étions en juillet 2020 et nous étions donc tous derrière nos écrans, mais nous étions dans cette maison puisque nous avions enregistré dans les studios étaient juste au-dessus. La ministre de la Cohésion des Territoires à l'époque, Jacqueline Gourault, nous avait invités à finalement être en co-construction avec ce qu'elle avait appelé l'État jardinier. Et j'aime beaucoup ce que vous décrivez dans cette capacité de mobiliser des talents, parce que pour jardiner, on sait tous qu'on a besoin de talents très différents. Et vous avez dit aussi un point important, vous avez dit on ne manque pas de financement. Et je crois que c'est vrai, sauf que finalement, les financements, ils sont très fléchés. Ils sont très fléchés sur des appels à projets. Ils sont très fléchés sur des projets, ils sont très fléchés sur des actions, mais finalement, très peu de situations financières stables existent pour financer en amont toute cette logique des jardiniers.
Comment est-ce que finalement l'ingénierie nécessaire pour faire émerger, pour consolider ces liens dont on parle, comment peut-on le faire? Au moment où j'ai eu le plaisir de coprésider la mission ministérielle et au moment où le secrétaire d'État Gabriel Attal avait validé en mai 2020 les 21 mesures pour que nous puissions les mettre en œuvre pour accélérer les partenariats entre associations, entreprises et collectivités territoriales, je me suis tourné vers nos amis de la Fondation Total Énergie en disant « Et si on prenait le pari de faire un fonds, le fonds ODD17, sans commun ?» C'est le cas de le dire aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas d'existant encore pour ne financer que cette ingénierie d'alliance. Rien d'autre. Et nous avons investi durant 3 ans 3 millions d'euros, dont je tiens à le souligner 2 millions à la faveur de la Fondation Total Énergie et 1 million que nous avons cherché en cofinancement pour pouvoir faire une expérimentation et à la fois financer les 21 mesures de la feuille de route ministérielle, dont j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elles ont toutes été mises en place. Toute petite exception, on avait demandé une loi sur le droit d'alliance d'intérêt général. On a eu une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale, mais nous étions au cabinet de la Première ministre il y a 15 jours avec Élodie pour dire comment est-ce qu'on passe de la proposition de loi à la loi maintenant. Parce que c'est bien d'avoir une proposition de loi. Déjà, certains préfets nous disent qu'ils s'en servent parce qu'au moins ça cadre quel est le contexte juridique de ces alliances d'intérêt général, mais il serait encore mieux d'avoir la loi. Mais à l'exception de cela, les 20 autres mesures ont été mises en place, y compris d'ailleurs celles où nous réclamions qu'il y ait une forme d'interministérialité sur le DD17. Et quoi de mieux qu'une interministérialité sur le DD17 qu'une revue nationale volontaire, on en parlera tout à l'heure, mais le 16 septembre dernier, alors je ne sais pas si c'était pour mon anniversaire, mais le ministre Béchu nous a fait le plaisir, aux rencontres du développement durable, de nous annoncer cette bonne nouvelle que, vous le savez, la France ira porter le 18 juillet à l'ONU avec l'état des lieux de l'avancement de l'agenda 2030. Mais pour en revenir à mes questions de financement, même si on a commencé à être amis avec une tranche de pain, les richesses humaines, je reste un peu sur ma faim, c'est le cas de le dire, sur la tranche de salami. Et donc, quelque part, la question de comment on finance ce que personne ne finance aujourd'hui a été le pari de la confiance que nous avons fait. Et c'est comme ça que nous avons lancé le fonds ODD17. Alors, quand il s'agit de faire son évaluation, il fallait qu'on choisisse quelqu'un qui soit irréprochable pour pouvoir le faire. Et là, eh bien évidemment, nous avions entendu, et notamment avec Jacques-Emmanuel Saunier, qui intervenait l'année dernière à cette même place, l'intervention de Valérie Dumontet, qui nous expliquait l'année dernière comment cette question des territoires était au cœur de son combat politique. Elle avait d'ailleurs taclé un peu notre ami Jean-Paul Delevoye en disant que même si elle n'était pas du même bord politique, et ça je pense que tout le monde l'avait bien compris, ça ne les empêchait pas d'être d'accord sur tout. Ça nous a donné l'envie, chère Valérie, de vous demander, et ce que vous avez accepté, de faire l'évaluation de ce fonds absolument atypique. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer, finalement, les enseignements de ces 3 ans de cheminement et donc des 6 mois d'évaluation que vous avez pu mener pour en rendre compte? Bonjour à tous, je disais. Oui, je vais bien sûr partager avec vous les grandes lignes de ce que j'ai retenu de cette évaluation du fonds DD17. Juste rappeler quand même que ce fonds DD17, pour moi qui suis engagée dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, c'est vraiment un investissement dans une recherche-action de mise en œuvre opérationnelle et territoriale du 17e ODD de l'ONU. Vraiment, pour moi, c'est assez démonstratif en positionnant l'Agir en Alliance comme une clé de réussite du développement économique local, inclusif et durable. Et notamment, si on regarde l'ODD 17, ce qui a été expérimenté au travers le fonds ODD 17, c'est vraiment la contribution aux transformations et transitions sociétales. Notamment les cibles 17.9, le renforcement des capacités, 17.14, c'est le renforcement des cohérences des politiques de développement durable, et 17.17, surtout le plus important, encourager et promouvoir les partenariats publics privés, les partenariats avec la société civile en faisant fond sur l'expérience acquise et les stratégies de financement. Vraiment, le fond, c'est la capitalisation des éléments de transférabilité
qui contribuent à tracer des voies de communautés locales réellement inclusives, capables d'impulser des dynamiques de développement en France, mais aussi en capacité de dialoguer avec les démarches similaires dans le monde. Donc ça, c'est vraiment la création du fonds DD17, c'est la conception et la mise à disposition d'un outil de financement réactif, adaptable, ouvert à l'expérimentation et l'innovation, qui autorise la singularité, le tâtonnement empirique, le droit à l'erreur. Il y a un cadre commun qui pose le sens et l'ambition autour du faire alliance, la reconnaissance de l'ingénierie qui permet la réussite pour provoquer des transformations, qui impulse le développement local inclusif et durable. Il y a un lien entre recherche et action de terrain, une capitalisation, un suivi-évaluation dans la perspective de modéliser et de transférer. En bref, une vraie démarche de recherche et développement territorial. L'Alliance et le fonds DD17, ce qu'il a expérimenté, c'est pour moi une vraie démarche PPP, donc partenariat public-privé, mais on pourrait rajouter et c'est citoyen, partenariat public-privé-citoyen, agir en commun autour de commun. C'est une sorte de cercle vertueux du financement et de l'accompagnement opérationnel par le rameau, qui a accompagné de façon experte la mise en œuvre du fonds DD17. Une qualification de l'ingénierie nécessaire, un territoire, un sens de l'alliance et la part que chacun peut ou veut y prendre, la qualification des savoir-faire et des savoir-être de l'ingénierie, et un partage de compétences et d'expertise, une sorte de formation d'une intelligence collective au service de l'objectif de l'alliance et du projet. Cette R&D territoriale dans l'évaluation qui a été faite des différents projets étudiés, c'est comme un processus d'industrialisation mais non standardisé qui peut être résumé autour de ce que j'appelle des diptyques qui permet de mieux comprendre cette façon disruptive de concevoir le financement de démarches territoriales et qui pourrait, de mon point de vue, inspirer largement l'évolution institutionnelle, des enjeux de décloisonnement et de la mise en cohérence interinstitutionnelle. Les diptyques, c'est il y a un financement, comme beaucoup de financements existent, mais il y a un accompagnement. Et un accompagnement autour de 3 cibles qu'on doit réunir: les catalyseurs, les investisseurs privés, les investisseurs institutionnels, et on peut aussi rajouter les citoyens. C'est une sorte d'horizontalité du compagnonnage. L'autre diptyque, c'est il y a un cadre commun, mais une prise en compte des singularités. Il y a une charte qui fixe une ambition collective, mais qui laisse aussi le temps, qui pose très bien la double promesse, la réciprocité de l'engagement, des leviers, des indicateurs de résultats. Il y a une sécurisation, évidemment, on est dans un état de droit, mais une souplesse et une réactivité. Ça permet de pouvoir accompagner des territoires qui trouvent des réponses à des questions qui ne se posaient pas forcément et qui produisent des transformations bénéfiques, un peu comme quand on fait des erreurs de recettes de cuisine et qui donnent des mets excellents. C'est aussi la reconnaissance du droit à l'erreur. L'important est de tirer les conséquences et la connaissance des expérimentations. Un autre diptyque qui est échelle globale, échelle locale. Il y a des lignes de force collectives par projet et à l'échelle de l'ensemble des projets. C'est industrialisable, mais non standardisé. Ce cadre général favorise la singularité des territoires. Et en plus, on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de prédétermination de ce qu'il faut faire, mais il y a juste une autorisation à ensemble expérimenter. Des indicateurs d'évaluation, mais aussi une expérimentation empirique. C'est en amont, écoutez, le premier kilomètre des besoins. Il faut oser se faire confiance. Ça bouscule les pratiques. Et puis, on cherche ensemble les indicateurs les plus pertinents qui vont nous permettre, justement, de capitaliser et de transférer. Et puis, en aval, on a pu démontrer que c'était 2 fois plus frugal en financement que la plupart des autres financements, plus durable, monter en compétences internes et il n'y a pas un consultant externe qui vient, qui fait son travail très qualitatif et qui repart. Non, et on est avec le renforcement de capacité sur un territoire et un effet levier de, en gros, 1 euro investi permet de lever 7 euros. Et puis, il y a la formalisation d'un cahier des charges de l'ingénierie territoriale, mais en même temps, une intégration de profils très différents qui répond à des clés de réussite de ce que doit être une ingénierie territoriale. Donc, c'est à la fois un métier, mais aussi la reconnaissance que plusieurs autres métiers peuvent aussi emprunter à des compétences de l'ingénierie territoriale. Voilà globalement ce que je peux
partager avec vous sur l'évaluation de ce fonds DD17. Merci Valérie. Alors, je le disais, vous êtes par ailleurs vice-présidente du département de l'Aude et vous avez présidé le Fonds de solidarité Liban de Cité Unie-France où 60 collectivités territoriales se sont engagées au moment du drame qu'ils ont vécu. Et vous avez eu l'occasion de partager à Beyrouth les conclusions de cette action quelques jours avant de nous partager au comité de pilotage l'évaluation du fonds DD17. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de convergence et peut-être de différence entre ces deux expériences ? Oui, c'est vrai que ça m'a vraiment frappée. J'étais vraiment en finalisation de l'évaluation du fonds DD17 et en même temps, je présidais la mise en œuvre de ce fonds pour le Liban. Et effectivement, il y a des parallèles qui m'ont vraiment sauté aux yeux. J'étais en phase d'évaluation sur les deux démarches. Il se trouve que il y a quand même la différence fondamentale, c'est le contexte. Le fonds pour le Liban des collectivités territoriales a été monté juste après l'explosion du 4 août dans un contexte vraiment de crise et de multi-crise en fait, les crises qui s'ajoutaient aux crises. Et l'objectif de ce fonds ODD17, non mais de ce fonds au Liban, c'était de démontrer la valeur ajoutée de l'action territoriale, du fait territorial, et de dire pour essayer de redresser le Liban, il faut accompagner les municipalités libanaises qui sont laissées de côté, alors que c'est elles qui sont au front pour faire face aux besoins des populations. En ça, il y a quand même une convergence, c'est-à-dire on reconnaît le fait territorial et on reconnaît la valeur ajoutée d'agir à l'échelle territoriale. Et puis, l'esprit du fonds au Liban, c'était de définir des actions co-décidées avec les autorités locales libanaises pour, bien sûr, soutenir des actions de réhabilitation, mais surtout poser les bases d'un développement économique local pérenne et répondre aux besoins sociaux des populations qui étaient dans la peine. Et puis, on a éprouvé une méthode de fonds avec un accompagnement d'experts, des unités de concertation citoyenne, des formations, des recherches-actions, des expérimentations, une souplesse réactivité du déblocage des fonds, et puis des échanges entre villes donatrices et villes bénéficiaires. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que le point convergence entre le fonds Liban et le fonds DD17, c'est la co-construction des actions par le territoire et la mise en réseau avec des thématiques d'action. C'est la dynamique élue, société civile, institutions et des unités de concertation citoyenne. C'est un accompagnement expert, formation-action, recherche-action, pas simplement des dons financiers, mais on est là aussi, on se sert de ça pour renforcer la capacité locale, renforcer la capacité des élus et des techniciens pour exercer leur action de proximité. C'est un sens et un cadre défini en commun, mais aussi une réactivité, une souplesse d'utilisation. Et puis, des webinaires qui ont ponctué pendant 2 ans la mise en œuvre du fonds, centrés sur les problématiques ciblées, action sociale, jeunesse, formation professionnelle, et des échanges de pratiques entre pairs, donc la réciprocité, plus des regards d'experts qui permettent de conceptualiser et de formaliser une transférabilité, des indicateurs d'évaluation et puis la prise en compte des réalités locales. C'est impulsé par l'entrée territoire une capacité à agir ensemble qui est proche du faire alliance et à provoquer des changements et transformations. Donc, c'est à la fois agir parce qu'il y a une situation d'urgence, mais prendre le temps de la post-urgence et prendre le temps de poser les fondamentaux pour, à partir d'une crise et d'une situation cataclysmique, poser les fondements de faire autrement sur les territoires et de faire se rencontrer pour agir ensemble des acteurs qui jusqu'alors ne se parlaient pas forcément. Et puis c'est aussi la démonstration du coup au niveau de l'échelle étatique libanaise, mais aussi pour les actions de coopération entre la France et le Liban, la réelle valeur ajoutée de dire qu'il faut reconnaître le niveau local et territorial comme des acteurs en capacité d'agir et d'avoir une action de redressement et de développement.
Merci beaucoup. Et je vous ai plusieurs fois entendu parler de ces points. Je souligne un point que je n'avais pas noté dans nos échanges préalables, qui est celui des webinaires pendant 2 ans pour partager l'expérience et pour rendre cette expérience vivante. C'est vraiment ce qui est au cœur des webinaires que nous organisons avec le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat d'État à l'ESS, à l'innovation sociale, depuis la mission ministérielle, parce que partager ces questions de modèle socio-économique, je montrais le dernier exemplaire de Juris Association sur cette question-là, partager la diversité des modèles socio-économiques, c'est aussi rendre les acteurs plus conscients de leurs valeurs, plus conscients de la diversité des modèles, et donc plus à même de pouvoir partager leurs expériences. Merci infiniment Valérie pour cela. Alors je rappelle que, ou j'informe, mais ça avait été longuement évoqué pour tous ceux qui avaient dit « mais quand est-ce qu'on a enfin l'évaluation ?» Nous avons réservé, et ça c'était le souhait avec la Fondation TotalEnergies, de réserver l'exclusivité de la diffusion du rapport. Vous aurez bien évidemment le rapport dans son intégralité. Il sera disponible dès demain. Et comme nous aimons bien au sein du fonds ED17 allier théorie et pratique, vous trouverez aussi le 14e retour d'expérience que nous avons voulu partager. Et là, ça c'est un gros rapport, 90 pages je crois. Ça c'est un 4 pages, c'est plus facile à lire, on m'a dit, avec des petits schémas, en plus comme ça on peut les voir. Et plus sérieusement, ce 14e retour d'expérience est celui du labo des partenariats. Le labo des partenariats n'a pas été choisi par hasard, puisque vous savez tous, en tous les cas vous êtes peut-être censés le savoir, que si ce réseau des catalyseurs territoriaux existe, c'est parce qu'en 2008, nos amis qui étaient à l'époque chez Alsace Active nous ont dit « et si on cheminait ensemble sur cette co-construction territoriale ?» Et nous avons donc bien évidemment eu le plaisir de soutenir dans la phase 1 du fonds ED17 le labo des partenariats. Mais si nous voulions aussi vous le présenter aujourd'hui et en faire un cas pratique, c'est parce que c'est aussi le cas qui va nous faire passer à la nouvelle phase du fonds ODD17. Mais je ne peux pas vous en parler aujourd'hui puisque nous avons dit que c'était lors de Convergence, le 5 septembre prochain, que nous aurions le plaisir de vous présenter le plan de développement 2023-2025 du fonds ODD17. Je peux juste vous dire que, effectivement, le labo des partenariats fait partie des 4 projets qui sont passés de la phase d'expérimentation à une nouvelle forme d'investissement, puisque tel est bien l'enjeu, c'est comment on consolide en fonds propres les projets. Pas seulement comment on finance les temps de gouvernance pour prendre du recul, ça c'était l'une des caractéristiques du fonds ODD17, pas seulement comment on finance de l'ingénierie, notamment celle du fonds I dont on va parler dans un instant, mais aussi comment on consolide et comment est-ce qu'on investit en fonds propres dans ces projets, dans des formes qui sont adaptées à l'innovation territoriale et avec des montants qui sont adaptés à cette innovation territoriale. Et donc, je ne peux pas finir ce temps sur le fonds des 17 sans faire 3 remerciements très sincères. D'abord, bien évidemment, à vous, cher Olivier Rabier, qui représentez la Fondation TotalEnergies, parce que nous n'aurions pas co-construit le fonds des 17 si nous avions été seuls. Et là encore, je tiens à souligner, ce n'était pas une question d'argent, même si 2 millions nous ont fait plaisir, mais c'est surtout parce que les équipes à tous les niveaux ont été engagées, de la présidente de la Fondation TotalEnergies jusqu'aux équipes opérationnelles. Et je peux même dire que ça a suscité quelques débats à table avec le président Pouyanné qui ont été assez passionnants sur la vision du territoire. Donc c'était vraiment quelque chose qui a été vraiment porté et co-construit ensemble. Je voudrais faire un deuxième remerciement, et hasard, mais peut-être pas hasard, de la personne qui se trouve à votre droite, puisque Frédéric Lemonnier, la déléguée générale de la Fondation GRDF, a été l'une des vraies chevilles ouvrières pour réfléchir sur la nouvelle phase du fonds ODD17, puisque s'il avait été convenu que nous expérimentions à 2 pour ne pas faire prendre de risques aux autres, il était surtout prévu que si les résultats étaient bons, nous puissions étendre à d'autres partenaires. Et la Fondation GRDF a accepté de faire toute une série d'expérimentations avec nous. C'était tout à fait passionnant, et donc nous réfléchissons ensemble au futur du fonds ODD17 depuis septembre dernier. Nous aurons quelques annonces
alliance à faire ensemble en septembre prochain. Et puis, last but not least, mais vous l'entendrez plus largement ce soir, Frédéric Doé de la Fondation RTE, puisque c'est avec vous, cher Frédéric, que nous avons fait l'expérimentation de cette nouvelle phase du fonds EDD 17, assemblant ces trois formes d'investissement dont je parlais, c'est-à-dire l'investissement en gouvernance, en temps de gouvernance, l'investissement en accompagnement, et nous allons entendre le fonds I dans un instant, et vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas un hasard de le faire avec le fonds I, et puis cet investissement en renforcement des fonds propres du labo des partenariats. C'était le premier catalyseur territorial avec lequel nous avons travaillé. La boucle est donc bouclée et je tiens à vous remercier, Fondation Total Énergie, Fondation GRDF et Fondation RTE, d'avoir suivi avec grande attention ce projet, qui était aussi un des projets, bien évidemment, qui s'inscrivait dans la création de la Fondation des territoires, dont je rappelle que vous êtes cofondateur. Et ça nous mène tout directement à la question d'alliance. Parce que vous m'avez vu arriver avec ma deuxième tranche de pain quand même. Je pense que... maintenant que nous avons parlé du salami et de sa diversité, attaquons-nous à la tranche de pain qui constitue bien évidemment comment faire alliance. Et nous l'avons vu ce matin, c'est pas si évident que cela. Et j'aimerais entendre Adrien de Combruge, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce matin, mais qui a préenregistré son intervention sur justement pourquoi la Caisse des dépôts est-elle convaincue que faire alliance, c'est l'avenir? Adrien Combruge, vous êtes responsable du pôle santé médico-social à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Vous êtes aussi cofondateur du fonds UI qui est né de l'impulsion du groupe Caisse des dépôts. Pourriez-vous nous en rappeler les objectifs? Qu'est-ce que le fonds I? Oui. Créé en 2021, le fonds I est un dispositif proposant un accompagnement en ingénierie inédit à destination des projets à forte utilité sociale et en déploiement, comme WeMove ou encore Solifap. Le fonds I, qui accompagne actuellement une vingtaine de projets, comprend 4 dimensions essentielles. Premièrement, à la réalisation d'un diagnostic stratégique et financier très qualitatif afin d'identifier les défis à relever. Deuxièmement, un accompagnement mobilisant des expertises pointues et complémentaires, amenant chaque projet à formaliser sa trajectoire de développement, construire son positionnement dans l'écosystème, identifier ses ambitions futures. Troisième brique importante du fonds I, un suivi continu par le fonds I et une évaluation du processus d'accompagnement. Et enfin, un moyen de financement pour préfinancer le coût de cet accompagnement. Ainsi, le fonds I permet aux structures d'intérêt général de se déployer dans des conditions optimales afin qu'elles puissent porter durablement leurs services et innovations au bénéfice de tous. Merci. Qui en sont les 6 cofondateurs autour de la Caisse des dépôts? Le fonds I est le résultat du cheminement collectif et personnel de 6 acteurs d'horizons très divers. La Banque des Territoires, AG2R La Mondiale, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation Caritas, le ministère de l'Éducation nationale et le Rameau. Il s'agit de 6 acteurs très différents, qui ont su articuler leur complémentarité. Leur complémentarité parce qu'il y a un acteur privé, AG2R La Mondiale, 2 fondations philanthropiques, Carasso, Caritas, ensuite 2 acteurs publics, ministère de l'Éducation nationale, Caisse des dépôts, et enfin une association, le Rameau. Vous l'avez compris, le fonds I est avant tout un projet collectif qui s'enrichit de la diversité de ses membres, mais aussi permet à des écosystèmes très différents de se parler. Pourquoi avoir fait alliance pour co-construire cet outil innovant de l'accompagnement au déploiement des projets à fort impact social? Parce que le fonds I permet une approche partenariale entre investisseurs, accompagnateurs et porteurs de projets. Les porteurs de projets actent le principe de non-gratuité du dispositif, en contrepartie d'un accompagnement sur mesure au changement d'échelle et l'accès au réseau des investisseurs. Quant à eux, les investisseurs actent un apport en fonds, mais en contrepartie d'une mutualisation des risques en cas de défaillance des projets et le partage d'un deal flow de qualité. Les accompagnateurs actent la réalisation de prestations à un tarif préférentiel en contrepartie d'un positionnement privilégié auprès des investisseurs et de l'écosystème. Pour conclure, les derniers projets accompagnés, Happy Up pour la Fondation GRDF, le Labo des partenariats pour la Fondation RTE démontrent une autre alliance fondamentale, celle de l'innovation sociale et des territoires. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée
en la compagnie Duramo. Voilà ce qui nous démontre bien que tant sur la question des richesses humaines que sur la question du financement ou sur la question des alliances, non seulement on peut être innovant, mais nous le sommes en France. Et ça fait du bien d'entendre. Et ça fait du bien d'entendre que les 350 catalyseurs territoriaux que représente le réseau, finalement, sont déjà dans l'action depuis longtemps. Et donc, pour savoir ce qu'il en est, c'est important de faire un bilan. Et ça nous amène, vous l'avez compris, à l'étape d'après de notre matinée, la fin de notre matinée, sur finalement où en sommes-nous en France